J'ai enchaîné sur une licence où je m'ennuyais à mourir. Un jour, je suis jamais revenu en cours. Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Thomas Dardour. Consultant en voyage, Thomas a investi dans l'immobilier et principalement en location courte durée, au point de bientôt en faire sa principale activité. Je vous laisse découvrir son parcours. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander un service. Si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à devenir contributeur sur Patreon et ou à me laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que tu utilises. Cela m'aide à faire vivre le podcast et à le faire découvrir. Je te remercie par avance et je te souhaite une bonne écoute. Eh bien, merci Thomas d'avoir accepté l'invitation pour Développement Royal, pour le podcast. Thomas, je t'ai découvert sur Instagram. Tu te consacres maintenant exclusivement à l'investissement immobilier, à l'accompagnement dans l'immobilier. Tu étais consultant dans le tourisme. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Mais en tout cas, merci d'avoir encore une fois accepté cette invitation. Merci à toi. Alors Thomas, tu vas pouvoir nous présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et puis j'aurai l'occasion de te poser quelques questions. Les auditeurs sont habitués un petit peu à ce format où on fait un petit peu le parcours de la personne. Donc comment tu te présentes? C'est quoi ton pitch d'ascenseur? Raconte-nous. Oh bah écoute, très simplement finalement, puisque du coup, j'ai grandi, j'ai fait mes études en France. Je suis parti vivre aux États-Unis pendant 4 ans. Je suis revenu en France après 4 ans à l'étranger. Et à partir de là, voilà, je travaillais dans le tourisme. J'ai monté une société en 2013 où je me suis mis à mon compte. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs sociétés, mais surtout, je suis en train de faire une transition, voilà, entre le tourisme et l'immobilier pour me consacrer uniquement à l'immobilier aujourd'hui. Ok, bon ça c'était un pitch d'IGH, d'immeuble de grande hauteur, puisque du coup c'était la version longue. Est-ce que si je disais qu'aujourd'hui tu fais de l'immobilier à temps plein et que tu accompagnes des investisseurs immobiliers après une première carrière dans le voyage et dans le tourisme, ça serait faux ou ça serait un peu résumer les choses? Non, non, c'est exactement ça. Si tu veux la version courte, aujourd'hui, voilà, j'accompagne des gens dans l'investissement locatif immobilier et je suis entrepreneur et investisseur immobilier à titre personnel. Ok, effectivement, là on est un vrai pitch d'ascenseur. Euh, que- Quel âge tu as, Thomas? J'ai 34 ans depuis quelques jours. Ouais, bah, joyeux anniversaire en retard alors, si c'est le cas. Merci. Ça marche. Tu es de quel coin? J'ai grandi en région parisienne, mais je suis de Toulouse maintenant. D'accord, tu t'es installé donc du côté de Toulouse maintenant. Voilà, c'est ça. Tu as décidé de quitter la grisaille et de te délocaliser. Exactement. Et vu le grand ciel bleu d'aujourd'hui, je regrette pas. Ouais, j'imagine. Tu nous disais donc que ça fait combien d'années finalement que tu te consacres à l'investissement, à la création d'activités, etc. À quand remontent tes débuts? Dans l'immobilier? En général, quand est-ce que tu as décidé de créer une société? Tu dis que tu étais dans le tourisme avant. Est-ce que tu peux un petit peu développer, nous refaire un peu souvent, alors on part souvent du côté, enfance, adolescence. Est-ce que tu as eu un cursus qui te prédestinait à ça? Quel est un peu on va dire tes bases, tes fondations? Ah d'accord, non, pas du tout. J'étais pas du tout prédestiné à faire du tourisme, ni même de l'immobilier. Il se trouve qu'en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à New York dans le tourisme. Et du coup, ça m'a plu. Donc, je suis resté dans cette branche-là. Quand je suis revenu en France, j'ai été embauché pour monter des services, une vraie antenne réceptive, c'est-à-dire que j'accueillais des étrangers en France au travers de cette antenne réceptive que j'étais en charge de développer dans des grosses agences immobilières. Sauf que bon, là, il faut bien comprendre en fait que l'état d'esprit américain et français en entreprise est très différent et ça s'est pas super bien passé pour moi. J'avais l'impression d'être vraiment très bridé dans tout ce que je voulais entreprendre au sein de ces entreprises françaises. Donc j'ai décidé de quitter mon CDI et de lancer ma société à mon compte en 2013. Voilà.
À partir de là, j'ai travaillé à mon compte dans le tourisme depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Alors attends, parce que moi j'ai raté, et je pense que les auditeurs aussi, un chapitre intéressant. Tu dis, tu as eu l'opportunité de travailler dans le tourisme. Alors je vais revenir quelques années en arrière, mais comment tu arrives à te retrouver à travailler dans le tourisme en fait? Tu dis, tu es issu de la région parisienne, tu avais des parents qui travaillent dans le tourisme, tu as fait des études dans le tourisme. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? j'ai pas du tout fait d'études dans le tourisme. À vrai dire, moi j'ai fait j'avais commencé par l'informatique. Ça m'a pas plu du tout. J'ai fait une reconversion dans ce qu'on appelle technique de commercialisation, un IUT. C'est passé, on va dire bien, mais au niveau des notes c'était très moyen. Et ensuite j'ai enchaîné sur une licence où je m'ennuyais à mourir. Toujours dans la vente, le marketing, ce genre de choses. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, on est en pleine crise de 2008. Et j'ai le frère de mon père, donc mon oncle qui vit aux États-Unis depuis déjà 25 ans, qui lui a une petite société dans le tourisme. Et il m'appelle, il me dit, écoute, nous on est très mal à cause de la crise qui se passe. Plus personne ne voyage, on est sur le point de fermer. Est-ce que tu serais ok pour venir nous aider? En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais fait un stage. Vous savez, quand quand on fait des études, au bout d'un moment, on fait un stage en entreprise. Et du coup, j'avais l'opportunité d'aller le faire chez eux aux États-Unis. C'est très bien passé. Et là, il m'avait dit que comme toi, tu connais un peu ce qu'on fait, j'ai besoin de quelqu'un que je vais pas mettre longtemps à former et qui peut nous aider. Donc, j'ai arrêté ma licence en plein milieu d'année. En fait, un jour, je suis jamais revenu en cours et j'ai pris un billet d'avion. Je suis parti à New York et j'ai commencé à travailler pour lui. Mais bon, on s'était travaillé entre guillemets parce qu'on était en pleine crise, donc lui il avait pas de quoi me payer. C'était plus de la survie que du travail, mais voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé dans le tourisme en fait, par une porte très compliquée on va dire. Et puis après le les États-Unis ont développé en moi un sens de l'entrepreneuriat qui était là, qui dormait, et depuis il ne me lâche plus puisque je repartirai pour travailler pour quelqu'un pour rien au monde. Comment, quand tu rentres de cette expérience américaine, en fait, tu décides c'est dans la continuité en fait que tu montes ta structure en France, ou il se passe combien de temps en fait où tu dis que tu bosses pour une antenne pour l'accueil des étrangers en France? Il y a eu combien de temps en fait où tu as encore bossé pour d'autres personnes avant de décider de monter ton truc? Il y a eu deux. Attends, il y a eu moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Un peu, ouais, c'est une grosse année en fait, parce qu'il se trouve qu'en fait, moi, je travaillais aux États-Unis pour un tour opérateur. On envoyait des gens en France, en Italie, en Europe. Et quand je savais que j'allais revenir en France, j'ai tout de suite démarché des agences immobilières pour leur proposer mes services. Et tous voulaient que, du coup, m'embaucher en tant que réceptif, c'est-à-dire cette fois-ci donc d'accueillir des étrangers, donc notamment des Américains, puisque j'avais déjà un carnet de contact là-bas, en France. Et donc j'ai commencé par travailler pour une première société qui venait de se faire racheter. Ça s'était mal passé à l'intérieur de cette société parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées au niveau de l'achat et du coup des dettes, et du coup ils ont fermé la boîte. Et j'ai repris un autre poste très similaire dans une autre agence toulousaine. Et là, au niveau du, de l'état d'esprit et du mode de fonctionnement du salariat français, avec moi, ça n'a pas collé. Voilà. Et après, du coup, j'ai tout de suite donc arrêté, et j'ai tenu 6-7 mois et j'ai arrêté, j'ai créé ma société. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, cette expérience de société française, c'était pas topissime. Et ôte-moi d'un doute, mais après cette expérience américaine, 4 ans, je crois, tu m'as dit, tu devais aussi avoir un peu dans l'esprit d'un jour faire ton propre business, non? C'était pas un peu déjà en train de germer dans ton esprit? Ah oui, 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 mais même dès que je suis arrivé aux États-Unis, puisqu'à la base, j'étais pas censé continuer de travailler pour mon oncle, c'était simplement l'aider un peu. Sauf que après, disons qu'on s'entendait tellement bien, moi j'adorais travailler là-bas. Je lui ai clairement dit, moi j'ai envie de continuer à travailler avec vous si vous pouvez m'embaucher. Et puis c'est ce qui s'est passé. Mais à la base, je n'étais pas du tout censé travailler pour lui. Donc j'étais censé en fait trouver un job là-bas, mais trouver un job là-bas, il y a beaucoup de gens qui entreprennent là-bas, qui montent des sociétés, c'est très facile. D'ailleurs c'est ce qu'on a fait après
quand ma femme m'a rejoint, mais pour toute autre chose. Mais l'entrepreneuriat est beaucoup plus dans les mœurs qu'en France. Tout à fait. Quelles a été ensuite les étapes clés qui t'ont mené finalement sur le chemin de l'immobilier? Tu pars, tu montes ta structure toujours dans le tourisme, et après, quelles ont été les autres étapes? Donc ça, c'était, tu nous disais, bon, 2008 la crise, 4 ans 2012. Du coup, globalement, si tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais 2013-2014, globalement, tu montes ta première, c'est ce que tu as dit, hein, ta première Ouais, société c'est ça. 2013. Quand a eu lieu ton premier achat immobilier finalement, et pourquoi? Alors, en 2016, c'est mon premier achat immobilier. Mais là, j'ai souhaité commencer à investir dans l'immobilier. C'était fin 2013, 2014, début 2014. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on est rentré des États-Unis, ma femme, elle a repris un petit job, des petits jobs à gauche à droite. Et puis, elle a fini chez Lidl. Voilà, sans les citer. Et ça se passait pas bien, dans le sens où c'est quand même une position très compliquée, autant physiquement que mentalement. Et ça commençait à peser sur notre couple. Donc, au bout d'un moment, il fallait trouver une solution. Et c'est au détriment d'une engueulade, j'ai envie de dire, mais bon, c'est plus une réflexion sur ce qu'on voulait faire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que c'est quoi ton... Si demain, je te demande, là, tu peux arrêter Lidl et tu peux faire n'importe quel job du monde, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ouais. Et c'est quoi la Et réponse? la réponse, c'était, honnêtement, je sais pas. Si je pouvais rester à la maison et rien faire, je ne sais pas. C'était encore flou pour elle à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, dans tous les cas, pas le choix, il faut qu'on trouve une solution. Il faut que je trouve un moyen de remplacer son salaire avec des revenus passifs, alternatifs. Et à ce moment-là, je tombe sur une émission sur Capital où on voit un investisseur. Je ne sais pas si je peux citer des noms. Bon, si, bien sûr, ça arrive souvent, hein. On les salue au passage. Voilà, on les salue au passage. Donc en fait, je tombe sur une émission sur Capital où on voit un certain Olivier Seban qui parle d'immobilier et qui dit qu'il a écrit un livre là-dessus où on peut gagner de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans avec l'immobilier. Du coup, je me dis, moi, ça fait un moment que je voulais investir dans l'immobilier. C'est un truc qui me parlait. Je me suis dit, c'est l'occasion, je vais acheter son livre. J'ai acheté son livre. Ensuite, j'ai acheté sa formation. Et à partir de là, j'ai compris que je venais de lâcher mon CDI et que je venais de faire une énorme erreur puisque je n'avais plus de capacité d'emprunt, pas d'épargne, des petits salaires. Moi, j'étais du coup auto-entrepreneur, pas de résidence principale. Voilà, j'étais dans une situation où clairement, de mon point de vue, personne n'allait vouloir me prêter. Donc, j'ai dû patienter en me formant avant de pouvoir réemprunter. Et puis, au bout de 2 ans d'ancienneté dans mon activité d'auto-entrepreneur dans le tourisme, eh bien, j'ai craqué et je me suis dit, bon, même si j'ai pas 3 ans comme les banques me le disent, parce que toutes les banques me disaient, voilà, il faut 3 ans d'ancienneté, vous pouvez pas emprunter si vous n'avez pas 3 ans d'ancienneté. Je me suis dit, bon, tant que je n'aurais pas demandé, tant que je ne serais pas venu les voir avec un vrai projet et qu'on m'aura pas dit non, eh bien, je vais me lancer maintenant. On verra bien ce qui se passe. Donc, je me suis mis à rechercher un appart. Ouais, c'est la notion effectivement qu'il faut à un moment donné prendre une part de risque à, on va dire entre guillemets, à se mettre sur un compromis, à risquer de perdre, on va dire, la somme du compromis, 500 euros plus ou moins, pour effectivement monter un vrai dossier. Parce que souvent maintenant, les banques n'étudient pas si elles n'ont pas minimum le compromis sous le nez, quoi. Exactement. Et puis dans cette formation, c'est vrai que, et puis ailleurs, d'autres investisseurs me disaient, mais si tu n'as pas 3 ans d'ancienneté, c'est mort, tu ne pourras jamais emprunter, surtout en auto-entrepreneur. J'allais dire, c'est plus une question de statut aussi, parce que ça dépend de ce qu'il y a autour. C'est vrai que celui qui a de l'épargne ou a une activité d'entreprise, mais peut-être un peu différente. Je prends l'exemple d'une activité, par exemple, dans le médical, profession libérale ou des choses comme ça. J'imagine que le gars qui est médecin généraliste installé depuis 2 ans ou 1 an et demi va avoir plus de facilité
qu'un auto-entrepreneur dans une activité, on va dire, saisonnière, comme le tourisme ou des choses comme ça. Donc, effectivement, à chaque situation, sa spécificité, mais sur le fond, effectivement, il y a une part il y a le côté, est-ce que tu as 3 bilans, pas 3 bilans, etc. Est-ce qu'ils sont positifs? Enfin, tout le tutti quanti. Donc là, 2016, premier investissement. Alors, qu'est-ce que tu achètes? Alors, j'achète un petit studio pour faire de la location courte durée. Parce que, en fait, pour la petite histoire, il se trouve que là, on parle on est en 2013. Les formations sur Internet, c'est pas très démocratisé tout ça. Il y a Olivier Seban qui en fait. Je l'avais acheté une fois sa formation, et en fait, l'année suivante, du coup, il relançait le programme et il incluait dans son programme une place pour son séminaire. Okay, ce que je n'avais pas eu moi quand j'ai acheté la première fois. Et cette fois-ci, je me suis dit, j'aimerais bien aller au séminaire. Donc en fait, il faut savoir que j'ai racheté une deuxième fois la même formation pour avoir la place pour aller au séminaire. Ah tiens, c'est marrant, ils ne vendaient pas la place au séminaire à part. Non, ouais, ils la vendaient à part. Ils la vendaient. Je crois qu'il n'y avait même pas de séminaire sur ce non, mais je veux dire, sur la deuxième fois, il inclut la place, mais il ne te propose pas d'acheter la place en dehors. Tu n'as même pas cherché, tu vois, à dire. Ah non. Ah ouais, non, il ne te la proposait pas en dehors. Non. Ok. C'était le truc avec le séminaire. Ouais, c'était le package. Donc j'ai racheté 2 fois la même formation d'Olivier Seban. Okay. Et je suis arrivé à ce séminaire. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui monte sur scène et il dit bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sébastien Ascon. Je fais de la location courte durée et aujourd'hui, j'ai 4 ou 5 appartements et qui me rapportent 4 000 € de cash flow tous les mois. Et là, je me rappellerai très bien, ça a fait un feu d'artifice dans ma tête. Et je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire. C'est de la location courte durée. Ça veut dire que 1 an avant, je m'étais formé sur l'immobilier, mais je n'avais pas encore compris que c'était ça ma stratégie. En fin de compte, je connaissais tout ce qui était recherche de biens, négociation, tous ces trucs-là. Mais j'étais pas allé au bout parce que la première fois quand j'avais pris la formation, il n'y avait pas le module, j'avais pris la version basique sans le module location courte durée. C'était un module supplémentaire, il fallait payer plus cher. Donc, voilà, donc j'avais pas pris ce truc-là. Et là, donc il y a ce mec qui monte sur scène qui m'explique qu'avec 4 appartements, il fait 4 000 € de cash flow. Et du coup, non, c'était peut-être moins, c'était peut-être 2 000 € de cash flow, qu'est-ce que je dis, ouais. Un truc réaliste, quoi. Ouais. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse pour remplacer le salaire de ma femme. Et donc, du coup, je suis revenu à Toulouse et là, je me suis mis à chercher de tous les côtés un petit studio pour faire de la location courte durée. Et j'en ai acheté un en 2016. Ok, alors on va redétailler un peu ensuite les acquisitions, etc. Globalement, dans les grandes lignes, les chiffres, un peu les métriques de ce truc-là, c'était quoi? Prix d'acquisition, prix de travaux, le potentiel locatif, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr, c'est un appartement que j'ai acheté 60 000 €. Il n'y avait absolument aucun travaux à faire dedans. Et j'ai peut-être mis 2 000 500 € de ma poche de meubles. Et voilà, c'est parti. Et quelle situation? T'étais je connais pas Toulouse, mais tu étais dans le centre, en périphérie, proche? En périphérie de Toulouse, ouais. En périphérie. Et alors, donc tu fais ce truc-là, en avant, tu le balances quoi? Tu le mets juste sur Airbnb, tu le mets sur d'autres plateformes? Comment? Ah non, parce que de là, je m'étais quand même bien formé sur la courte durée. Donc, et puis en plus, ça me parlait, parce que j'étais dans le tourisme, donc forcément. Oui. C'est marrant que tu n'aies pas eu dès le début le réflexe, mais tu vois, quand tu disais je me suis formé dans l'immobilier, tu n'as pas tout de suite eu cette sensibilité. Mais bref, tu rattrapes le truc. Et alors, voilà. Raconte-moi un peu. Donc, du coup, je le mets simplement sur Booking et Airbnb. Okay. Et Le Bon Coin à l'époque. Et puis ça marche tout de suite, quoi. Ça marche tout de suite. Donc voilà, parfait. Alors, tout de suite 2016, donc peut-être pas autant de concurrence. Enfin, je présume que maintenant, enfin, plus ça va, plus ça a tendance à se densifier, je pense. Moi qui fais aussi cette activité, comment s'appelle le taux de remplissage, tu fais quoi? Tu fais du 100%, tu étais à 2 nuits minimum, tu étais sur d'une semaine. Qu'est-ce que tu avais mis en place comme politique? Alors, en fait? Effectivement, j'étais à 2 nuits minimum parce qu'on faisait tout nous-mêmes, les ménages, les draps, tout ça. On n'avait pas de prestataire. J'étais à 25 nuits minimum par mois, là où je m'étais basé sur 20 nuits. Donc, moi qui croyais acheter un appartement et faire
peut-être 200 ou 300 euros de cash flow, j'en faisais presque 500. Et du coup, voilà, c'était à peu près ça les chiffres, et de nuit minimum, 25 000 par mois. Ouais. D'accord. Donc, à peu près 300-500 de cash flow, mais à mettre aussi en face du fait que tu cherchais à remplacer le travail de ton épouse. Donc, du coup, je présume que c'est surtout elle qui gérait le truc, peut-être l'entretien, justement, aller faire le linge, Oui. ce genre de choses, etc. Non, c'est un peu comme ça Oui. que ça se goupillait? Oui, exactement. Ok. Et quand tu dis Ouais. 300-500 de cash flow, tu inclus ce que tu facturais, entre guillemets, au ménage par rotation au locataire? Oui. Ok. Oui, sauf qu'à la base, comme on faisait nous le ménage et que je commençais, j'ai fait plein d'erreurs en commençant. Je facturais 10 euros de ménage. Le classique. C'est ma femme qui y allait. Ouais, Mais après, la sous-évaluation de ta valeur au travail, en fait. Hein. Voilà, exactement. Ok. Et tu étais sur un tarif nuit. Donc, c'était quoi, un studio? Ça faisait quelle surface? C'est un studio de 20 mètres carrés. Ok. Et je louais ça. J'ai commencé à 35 euros la nuit, un truc comme ça. Ok. Effectivement, tu m'étonnes que tu remplissais, t'étais assez low cost, quoi. Non, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, là aujourd'hui, je l'ai toujours cet appartement. Ouais. Et en période basse, je le loue à 39 euros la nuit. Et en période haute, 42, allez, 45 euros sur certaines dates où il y a beaucoup de demandes. Mais il faut, ça étonne beaucoup de gens, mais à Toulouse, les prix sont très bas. Comparé à des villes comme Lyon ou Bordeaux, ça se trouve pas du tout le même prix. C'est comme ça. Non, je suis pas hyper surpris parce que pour moi Toulouse, c'est une grosse ville, mais j'ai rien contre Toulouse si des Toulousains nous écoutent, mais c'est vrai que je mets pas Toulouse au même niveau de demande locative ou de trafic ou comment dire, ça matche pas pour moi autant que forcément qu'une grande ville, enfin encore plus grande ville comme Lyon, Bordeaux, même si c'est déjà une ville conséquente. Ça me surprend pas plus que ça, et puis ça dépend aussi comme on l'a dit juste avant, de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, tu as combien en ménage, justement, par curiosité? 25 euros D'accord. sur cet appartement. Ouais. Et ça couvre tes prestataires, justement, ça couvre ménage et lavage des draps, etc. Voilà, puis 25, j'ai un forfait de 25 euros avec ma prestataire pour ménage plus drap. Ok, ça marche. Donc ça, c'était le premier investissement. Donc là, forcément, tu découvres un univers un peu. Enfin, tu te dis waouh, c'est possible. Je suis passé de la théorie à la pratique. C'est 2016. Toi, tu bosses, tu as ta société qui tourne, etc. C'est quoi l'enchaînement après, du coup? Le premier t'a donné de l'appétit. Dans la foulée, t'en achètes un autre. Comment ça se passe? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, là, j'arrive à faire 500 euros de cash flow avec un appartement après avoir tout payé. Il me reste 500 euros. Bon, ma femme travaillait chez Lidl. Elle gagnait 1000 euros par mois. Donc, je me suis dit, il faut que j'en achète un deuxième ou un troisième pour que ça le fasse, quoi. Donc, c'est parti. Je me suis remis à chercher des appartements. Et j'ai racheté. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je suis parti sur un projet de division d'un plateau en 3 ou 4 appartements dans une ville qui est à 6 heures de chez moi. Je m'étais un peu perdu à ce moment-là. Finalement, j'ai laissé tomber le projet. Je suis revenu à un secteur plus proche de chez moi et j'ai racheté un autre appartement qui fait du coup 30 mètres carrés. Alors, si tu veux un peu de chiffres, je suppose. Toujours, les auditeurs adorent les chiffres, et moi aussi. Donc, il fait 30 mètres carrés. Il était affiché à 84 000 euros et je l'ai négocié à 72 000 euros. J'ai mis 8 000 euros de travaux, 3 000 euros de meubles et aujourd'hui, cet appartement, et j'ai fait un différé qui m'a bien aidé sur les premiers mois à générer beaucoup de cash flow. Mais aujourd'hui, sans différer, c'est un appartement qui me rapporte entre 700 et 800 euros de cash flow tous les mois. Ce qui est très bien. Pourquoi cet écart par rapport au premier? C'est un 4 couchages peut-être? Voilà, exactement, 4 couchages. Et puis aussi la localisation qui n'est pas la même et donc qui se loue plus cher. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Ça marche. Et pareil, tu as la même prestataire, le même forfait de ménage? Non, pas du tout. Sur celui-là, c'est un peu plus cher. J'ai pas la même prestataire et puis la surface est plus grande. Donc sur celui-là, je paye entre 34 et 36 euros par rotation. Ok. Enfin, ça dépend. S'il y a 4 personnes, c'est encore plus cher parce que du coup, c'est un set de draps supplémentaire. Mais pour une ou deux personnes, 34-36 euros.
C'est quoi tes prestataires? C'est des auto-entrepreneurs généralement? Ouais, ouais. Alors, il y en a qui vont peut-être trouver ça cher, d'autres pas du tout. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des prestataires, du coup, j'en ai fait plusieurs pour trouver les bons. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que moins on les paye, le, le moins la prestation est bonne. Ouais, Donc, je suis d'accord. Moi, ça me coûte plus cher que ça. Hein. Ça me coûte beaucoup plus cher que ça. Mais par contre, je suis passé d'un système où je devais souvent y revenir, tu vois, à zéro couac, plusieurs collaborateurs dans la même société, voilà, un manager qui surveille. Et voilà, pour moi, c'est une façon de procéder. Je préfère effectivement, moi, je préfère même un peu perdre sur mon cash flow, tu vois, bien sûr. et à côté me dégager du temps et être par exemple en podcast ou ailleurs et savoir que j'ai du staff formé, équilibré et qui est aussi content de travailler. C'est-à-dire que les gens derrière, ils ont un statut les gens de la société, eux, pour ce qui me concerne, sont employés en CDI par mon prestataire et ils sont contents d'avoir une possibilité de retour à l'emploi pour certains et puis de travailler avec des conditions salariales, CDI, etc., qui eux-mêmes leur permettent aussi, tu vois, peut-être demain d'acheter un truc pour se loger, etc. Donc, Exactement. c'est un partenariat win-win. Voilà. Exactement. Et puis en plus, il faut comprendre qu'aujourd'hui, des prestataires qui font bien leur travail, qui sont contents de le faire et en qui on peut avoir vraiment une confiance, puisque c'est nos yeux et nos oreilles dans nos appartements, hein, en déléguant cette partie-là, Bien sûr. ça se fait rare. Ça se fait rare. Donc quand on en trouve une, faut pas hésiter, il faut bien la payer et faire en sorte qu'elle soit contente, que nous, on soit contents et que ce soit gagnant-gagnant, comme tu l'as dit. Tout à fait. Du coup, ça, c'était le deuxième investissement. Ça nous amène, je présume, à quoi, fin 2016 à peu près? Donc, globalement, tu en fais deux dans l'année 2016? Non, c'était même fin 2017. Ah oui, oui, puisqu'il y a eu l'intervalle Voilà. du plateau. Ouais. Pourquoi le plateau? Pourquoi le plateau, finalement, ça ne se fait pas? Est-ce que pour un auditeur, tu vois, qui se pose la question, qui a un projet qui sort pas de terre, bon, moi, ça m'est déjà arrivé, tu peux nous dire pourquoi, finalement, tu jettes l'éponge? Qu'est-ce qui t'avait amené vers ce plateau? C'est toujours intéressant de voir aussi on parle souvent des succès, mais on parle moins des échecs en général. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, tu as bien raison d'insister sur ce point. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu, au travers de contacts, l'opportunité d'être en contact en fait avec quelqu'un qui était lui, c'était quelqu'un qui avait un peu de casquette en fait. Il était artisan, il avait une société de rénovation et en même temps, il était un peu chasseur IMO. En gros, comprendre qu'il avait accès à certains biens avant les autres et en exclusivité. Et du coup, je me suis mis avec cette personne-là que j'ai rencontré en fait autour d'un mastermind et qui me dit écoute moi j'ai des biens comme ça, je peux m'occuper de toute la rénovation, je peux m'occuper de tout l'ameublement, j'ai même quelqu'un qui pourra faire la gestion des appartements en courte durée. Il me proposait en quelque sorte une espèce de package clé en main où j'achetais le plateau et puis après on divisait, on faisait des apparts en courte durée, il avait quelqu'un pour le gérer. Sauf que tu sais, il y a des fois, et je pense que, enfin, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Au bout d'un moment, il y a des codes, quand il y a des choses où tu sens pas trop, et au bout d'un moment, il faut pas forcer les choses. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était loin de chez moi. Il y avait des choses qui me plaisaient pas au niveau des retours. On se comprenait pas trop, tout ça. Et puis je me suis dit, en fait, aussi en regardant la ville, en me concentrant sur la ville, parce que j'avais été un peu aveuglé par le projet en lui-même, tu vois. Je me suis dit, c'est vrai que le projet, j'achète le plateau, je le divise en 4, là, je fais 2500 € de cash flow tous les mois, je suis bien, ma femme, elle s'arrête tout de suite, quoi. Et, sauf que ça, c'était la récompense, mais ce que je voyais pas, c'était le dessous de tout ça, c'était aussi l'attractivité de la ville d'un point de vue économique et les prix étaient tellement bas que en fait j'ai senti qu'il y allait il y allait avoir beaucoup d'investisseurs qui allaient se jeter dessus et que j'allais me retrouver très vite en concurrence avec énormément de gens puisqu'on était en fait en plein dans ce boom des formations immobilières sur Internet, de tout ça. Et du coup, j'ai vu en fait que en analysant le marché de la colocation, que ça commençait à complètement saturer au niveau de la colocation et que ça allait pas tarder pour la courte durée. Donc, je me suis dit, plutôt que de me le jeter dans un truc comme ça et être loin
aussi loin en tout cas avec des biens qui se louent pas. Je préfère tout arrêter et repartir sur un truc qui me met plus en confiance. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où un investissement t'empêche de dormir la nuit, il faut arrêter. Parce que c'est pas le but. Il faut que tu sois serein avec ce que tu fais, avec les investissements dans lesquels tu mets ton argent, et que si ça t'empêche de dormir la nuit, c'est pas la peine. Non, bien sûr. Et puis moi je dis souvent, je l'ai connu, il y a cette espèce de phénomène de comparaison en fait où tu vois des mecs qui vont à une vitesse plus ou moins Oui, rapide, qui ont oui, plus ou moins de célérité. Alors, on n'a pas tous la même vie, on n'est pas tous dans les mêmes situations familiales, on n'est pas tous avec le même boulot ou pas boulot à côté. Enfin, il y a tellement de paramètres et c'est difficile. En fait, les dés sont faussés quand tu compares avec des informations morcelées et imparfaites. Les dés sont pipés dans ton jugement. mais Donc, bien c'est sûr. difficile. Moi, je sais que j'ai beaucoup souffert, hein, je le raconte dans le livre que j'ai écrit de ce côté, tu vois, les hauts, les bas, où tu te dis ton projet n'avance pas, les mecs avancent 10 fois plus vite. Comme tu dis, tu as fait une acquisition 2016, une acquisition 2017. Tu peux croiser des mecs en séminaire qui en ont fait, je dis une bêtise, 5 entre-temps, mais tu n'as pas tous les paramètres. Et du coup, c'est difficile en réalité de se comparer à ça. Je pense que, comme tu dis, faut être confiant avec ce que tu fais. Il y a des gens qui sont faits pour aller vite, il y a des gens qui sont faits pour aller moyennement vite. Je pense qu'à partir du moment où simplement tu avances, en fait, où tu n'es pas immobile, statique et où tu fais les choses à ton rythme et tu les fais, je pense que voilà, c'est positif et il n'y a pas de bon rythme ou de mauvais rythme en Mais fait. bien sûr, mais il n'y a même pas de rythme en fait, il n'y a que son rythme qui compte en immobilier. Et c'est une erreur que moi aussi j'ai faite à me comparer à des gens qui avaient des parcours exceptionnels, à mes yeux en tout cas. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, ben non, c'est pas son parcours exceptionnel, qui est exceptionnel, c'est sa position, sa vie à lui qui fait qu'il peut faire ça. Parce que c'est clair que tu mets quelqu'un qui est célibataire, sans enfant, qui a un super job, beaucoup d'épargne, un CDI bien payé et tout, et qui a que ça à faire, le mec, il va aller 100 fois plus vite qu'un mec comme moi qui venait de se marier, qui avait un bébé en cours, un petit statut auto-entrepreneur, ma femme chez Lidl, pas d'épargne, pas de résidence principale, rien. Je ne pouvais pas aller aussi vite que quelqu'un comme ça, c'est impossible. Donc en fait, il faut pas regarder, il faut pas se comparer, il faut s'inspirer des parcours comme ça. Il faut pas se comparer à eux parce que leur situation est différente de la nôtre et que la seule vitesse qui compte, c'est la vôtre, c'est pas celle des autres. Tout à fait. 2017 et alors après, qu'est-ce qui se passe? 2018, tu refais des choses ou Bah, du coup, je continue. Hein, 2000, donc, c'était début 2017. Donc, fin 2017, j'en achète un deuxième qui rentre en exploitation en novembre 2017. Pardon, un troisième, excuse-moi. On est au troisième là. Donc, deuxième début 2017, troisième fin 2017. Il rentre en exploitation en novembre 2017, c'est ça. Et voilà, donc c'est un autre appartement dans une autre ville encore, parce que j'achète jamais deux fois dans la même ville. mais Et toujours autour de ton habitation, enfin oui, toujours autour de Toulouse. Tu te oui. fixes quoi comme limite, toi personnellement? Tu te fixes 1 heure, 2 heures, tu te fixes quoi? À ce moment-là, je me fixais ouais, 1 heure, ouais. En fait, je me fixais surtout sur le. Oui, oui, j'allais pas dans des villes à plus d'1 heure de chez moi. Et alors, en termes de densité, justement, sur la location courte durée, il y a pas mal de. J'ai l'habitude de dire qu'il y a pas mal de pensées limitantes, que quand il y a un hôtel, il y a un business. Tu t'es aperçu que tu es dans des zones rurales parfois, ou tu es toujours dans des zones citadines, fréquentées, grosse industrie, etc. Comment ça se passe? 1 heure de Toulouse, je ne me rends pas compte. Est-ce qu'on rentre dans la ruralité ou pas du tout? Alors oui, à 1 heure de Toulouse, tu rentres dans la ruralité, mais là, les trois appartements que j'ai achetés, c'était vraiment en périphérie de Toulouse. Le premier, il est dans Toulouse, mais sur les abords. Les deux autres, ils sont dans des villes qui sont limitrophes de De, Toulouse. de Toulouse, ok. Ouais. Donc tu bénéficies, ta clientèle, c'est des clients, c'est vraiment du tourisme estivant, enfin du tourisme, je veux dire, comme on peut se l'imaginer, des gens qui viennent visiter Toulouse, ou tu touches une population plutôt de déplacement professionnel, ce genre de choses. Alors, je dois avoir peut-être ouais, 70% de pros et 30% de clientèle tourisme loisir. Et bon, je connais une partie de la réponse, je pense qu'on a à peu près le même genre de typologie en pro. Mais pour les auditeurs, t'es pro, on peut se poser la question, on se dit, le pro a muté, le pro veut plus aller à l'hôtel, ou est-ce que le pro, comment t'analyses, toi, quand tu discutes avec les pros, par exemple, qui viennent dans un Airbnb, la raison de la location? Et je vais peut-être te surprendre, mais je l'analyse pas parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement automatisé le process que j'ai aucun contact avec
mes clients, à part s'ils ont une question. Donc, en fait, je leur pose pas trop de questions, mais je vois, je vois quand c'est des professionnels ou pas, parce que c'est des gens qui sont souvent seuls ou alors qui veulent l'appartement avec, qui sont deux mais qui veulent dormir dans un lit chacun. Ils partent le matin tôt, ils rentrent le soir, ils sont jamais là pendant la journée, ce genre de choses. Après, qu'est-ce qu'ils font exactement? Je saurais pas te dire. Je sais que j'ai eu pas mal de gens qui étaient dans le bâtiment, qui avaient besoin de se déplacer, de se loger pas trop loin du chantier pour aller vite. Après, j'ai des gens aussi qui sont en transit parce qu'il y en a un qui est pas très loin de l'aéroport, donc du coup qui utilisent mon appartement parce qu'ils ont un vol tôt le lendemain matin ou alors qu'ils arrivent tard le soir et voilà, ce genre de choses. Ok. Quand tu dis que tu as beaucoup automatisé, moi je suis beaucoup sur les processus d'organisation, justement de délégation et d'automatisation. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui délégué, automatisé, hormis le ménage par exemple? Absolument tout. Je vais te répondre avec une réponse à l'inverse de ta question. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement? Ouais. C'est plus de la veille tarifaire. Réponse aux questions quand j'ai un client qui me pose une question, pertinente ou pas parce qu'il n'a pas lu, je sais pas, ça dépend. Mais donc tu gères la présence digitale, tu gères la relation digitale avec les locataires et tu délègues la partie logistique en fait à ton prestataire. Oui, puisque la partie, en fin de compte, même les check-in, les check-out sont automatisés. Donc la seule information que ma prestataire a besoin de connaître, c'est quand est-ce qu'elle doit venir faire le ménage. Et elle sait qu'elle a entre midi et 17h pour le faire. Donc, point barre. Ah oui, voilà, j'allais te dire, toi, tes conditions d'accès au logement, c'est midi 17? Voilà, c'est ça, ouais. Ça t'a jamais posé de problème, justement, vis-à-vis de l'entrée à 17h, de pas mettre à 13h ou 15h Si, plus tôt? bah, après, les gens, ça m'a jamais posé de problème, mais quand les gens demandent si on peut le faire, on le fait avec plaisir, ouais. Bien sûr, ok. Tu as tout automatisé. Moi, j'ai vu sur ton appel à l'action par le logiciel Bets24, par le Channel Manager. Tu as testé d'autres Channel Managers avant? Moi, je suis dessus aussi également. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu es venu sur celui-ci? Par quel biais tu es venu sur ce Channel Manager? On va faire un petit bond dans le passé à nouveau aux États-Unis, en fait, puisque quand je suis rentré sur ce Channel Manager, je suis pas ressorti de suite comme la plupart des gens, tout simplement parce que bon, déjà, je parlais anglais vu que j'ai vécu aux États-Unis, mais aussi l'interface de Bet24 ressemblait énormément au back-office d'un logiciel que j'utilise dans le tourisme quand je travaille aux États-Unis pour une société aux États-Unis. Et du coup, j'ai compris tout de suite la logique sans être informaticien. J'ai tout de suite compris comment ça allait marcher. Donc après, j'ai quand même passé des jours et des nuits sur ce logiciel pour comprendre comment faire ceci ou cela. Mais ça m'a pas rebuté. Non, mais je partage ton avis. Je trouve que c'est sûr que c'est pas de l'UX design. C'est sûr qu'il est pas très beau, mais par contre, ouais, il est fonctionnel et il marche bien. Et je mettrai dans le descriptif de l'épisode pour ceux que ça intéresse, parce que je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de gens qui font de la location courte durée sans Channel Manager, ce qui me paraît un peu fou. Oui. Tu disais justement dans ton process, tu n'as pas automatisé l'envoi du mail ou tu n'as pas créé un accès dédié à ton prestataire sur ton Channel Manager pour qu'elle puisse regarder justement les check-in, check-out? Ah si, bien sûr. Si. Bien sûr. Elle reçoit un email automatiquement pour lui rappeler en fait sa prestation, le jour de sa prestation. Elle a accès à un lien iCal synchronisé avec son téléphone avec toutes les réservations dans mes appartements. Et voilà. Et après, elle a mon numéro de téléphone si elle a besoin de quelque chose. Oui, mais ça se limite. Je veux dire par là que tu l'as limité à ça. Moi, le lien iCal, je donne un exemple. C'est un peu technique, ça n'intéressera pas tous les auditeurs, mais j'ai vu que parfois il pouvait y avoir des susceptibilités sur le lien iCal. En plus, on parle de la transmission des informations de Airbnb sur le lien iCal était masquée ou imparfaite. Finalement, tu as la possibilité aussi de créer des accès. Moi, c'est ce que j'ai fait, de créer un accès. Alors, ça t'augmente un peu le prix de ton abonnement, mais on peut en sous-compte et d'enlever une partie des informations. Donc, tu peux garder une partie des informations privatives, mais un prestataire peut voir intervenir avec certains locataires tu peux lui déléguer des droits, en fait. Tu peux lui créer un accès comme le tien, une copie de ton accès, mais avec des droits limités, en fait.
Absolument, absolument. Alors pourquoi moi je le fais pas? Tout simplement parce que je considère que les choses doivent être les plus simples possibles pour elle et lui demander et passer du temps avec elle pour lui montrer comment Bets24 va fonctionner avec son sous-compte. Je me suis On est dit, d'accord. c'est pas C'est la meilleure chose à on est faire. d'accord qu'on rentre dans une autre problématique qui est Voilà, la capacité digitale du prestataire. Ouais, on est exactement. d'accord. On se comprend. Donc voilà. Donc aujourd'hui, elle a juste besoin de savoir quand est-ce qu'elle doit y aller et puis c'est Tout tout. à fait. OK. Euh, donc là, tu as enchaîné ces acquisitions. Tu te retrouves aujourd'hui, alors on fait un petit bond contemporain. Tu as combien d'acquisitions aujourd'hui? Alors, en tout, j'ai 10 appartements en location courte durée. Je vais bientôt en mettre 2 autres de plus, là, donc ça fera 5. Donc 10 appartements, donc bientôt 5 en LCD. Au total, 10, dont 5 en LCD, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Les autres, tu les exploites comment, du coup? En meublé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un lot? Tu as acheté un immeuble à un moment donné? Oui, c'est un immeuble. C'est un immeuble. OK. Donc après avoir fait des appartements solo de type studio autour de Toulouse, tu es passé sur un petit immeuble autour de Toulouse aussi? Exactement. Pas vraiment, non. Là, on est à 2 heures de Toulouse. OK. Donc, ouais. Et alors, c'est quoi les datas d'un petit immeuble à 2 heures de Toulouse alors? Alors, c'est un immeuble que j'ai mis beaucoup de temps à acquérir parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements lors du processus d'achat. Tu peux pas avoir fait mieux vis-à-vis que moi. de... Tu peux pas avoir fait mieux que moi. T'as mis combien Ah de ouais? temps? T'as mis combien de temps? Eh ben, écoute, je l'ai visité c'était en novembre 2018. Mhm. Ouais, c'est ça, en novembre non, pardon, en janvier 2019. Je l'ai visité en janvier 2019. Et puis, effectivement, je l'ai acheté en septembre, du coup, 2019. Ah ouais, non, t'es loin du compte. Mon Je record, suis loin du compte. ouais, mon record, c'est 2 ans. Sur le premier studio, Ah oui, ouais, premier studio et deuxième studio, les noms propres, c'est 2 ans. 2 ans avec des d'accord. achats des associations, des documents, les originaux de vente perdus, des apports entre associations avec des levées à faire, des mentions non obligatoires au moment des sessions qui ont dû être levées. Enfin bon, un sketch. C'est pour ça que le premier achat était tellement mouvementé, si tu veux. Cette aventure était tellement je fais le teasing un peu du livre, mais Ouais, ouais. c'était tellement rocambolesque qu'en fait j'écrivais pour moi, tu vois, en fonction des séminaires, toute cette première aventure, j'écrivais pour moi, tu sais, un peu les états d'âme. Et à la fin de la réalisation, je me suis dit, oh, j'ai compilé tout ça, j'ai regardé, j'ai fait, mais en fait, ça fait un livre. C'est pour ça que ça m'a donné envie de le mettre en forme de livre. Et c'était assez incroyable en termes de mindset. Ouais, c'est vrai que j'ai eu des très hauts, des très bas, et je suis très content de la réalisation. Mais c'est pour ça que quand on me dit, ouais, ça a mis du temps, souvent je demande combien de temps, parce que je crois que j'ai un des records, quoi. Ah oui, c'est sûr que c'est pas courant de mettre 2 ans pour acquérir un Un appartement, appartement, c'est sûr. ouais, c'est clair. Donc presque une année pour se faire cette acquisition. Et alors, donc, il est composé de quoi alors? Donc, c'est un immeuble qui est composé de 7 appartements. 7? 7, ouais. Ok. Du coup, voilà, en fait, la vraie problématique dessus, c'est que je me suis rendu compte pendant la vente qu'en fait, le propriétaire, l'ancien propriétaire avait changé les fenêtres sans faire de demande d'autorisation à l'urbanisme. On est dans le cœur historique d'une petite ville et c'était pas du tout conforme. Donc, il a fallu repartir dans une autre négociation. Au final, l'immeuble était affiché à donc 169 000 et je l'ai finalement acheté 137 500 euros. Alors, juste pour ma gouverne, là, je rebondis tout de suite, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y aura d'autres auditeurs que ça va passionner. Mais ces histoires d'urbanisme et comment dire, d'obstacles aux travaux, euh, les fenêtres, à quel moment ça a été un problème? C'est-à-dire que tu devais refaire les fenêtres, en fait, tu t'es aperçu qu'il fallait refaire les fenêtres? Je me suis aperçu surtout que les fenêtres en fait n'étaient pas conformes au règlement d'urbanisme. Et moi, ce que je voulais pas, c'est qu'un jour l'urbanisme passe dans la rue et dise bah c'est pas conforme, il faut tout changer. Sur 7 appartements avec 2 à 4 fenêtres par appartement, ça allait me coûter très très cher. Donc j'avais Ouais, besoin je suis d'accord. Alors, tu de avais besoin de te rassurer, mais ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Tu as juste rentré ça dans la négociation, le coût de rénovation des fenêtres? Exactement. Ok. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai estimé le coût de rénovation des fenêtres et je lui ai dit, bah voilà, moi, le truc n'est pas conforme. Donc, vous avez le choix. Soit on repart sur une négociation et moi, ça va me coûter de temps de tout changer si un jour on me demande de tout changer. Soit, bah, vous repartez, voilà, je laisse tomber, vous essayez de le vendre à quelqu'un d'autre avec des fenêtres qui ne sont pas conformes. Et le risque sera le même avec quelqu'un d'autre. Donc, moi, je suis prêt à le prendre, le risque.
sauf que pas à ce prix-là. Donc j'ai besoin d'une garantie. Techniquement, je veux dire, à bien y réfléchir, par rapport à la date d'achèvement de changement des fenêtres, même si c'était pas conforme, tu avais l'info, tu as réussi à avoir l'info de ce que tu risquais réellement. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, un peu, par exemple en imposition, on parle, il y a une date butoir, c'est-à-dire que si tes fenêtres, je dis une bêtise, il faudra vérifier et confirmer le truc, mais est-ce que d'ailleurs tu as l'info, mais est-ce qu'au bout, je sais pas, le mec a fait les fenêtres il y a 10 ans, date d'achèvement de travaux, est-ce que c'est pas trop tard ou est-ce qu'à n'importe quel moment, le mec de l'urbanisme passe et peut décider de dire, mais attendez, ça a été changé sans notre aval? J'ai pas l'info exacte du temps, du temps ouais, à partir de lequel il y a prescription, on va dire. Prescription, exactement, ouais, c'est ce que je cherchais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai appelé l'urbanisme et ils m'ont dit non, mais c'est bon, maintenant c'est fait, mais c'est pas, ça va pas. Parce qu'à la base, j'ai appelé l'urbanisme parce que je voulais repeindre la façade, je voulais la rénover et je voulais rénover les volets qui étaient en mauvais état. Et donc là, je me suis dit bon, bah là, pour les volets, on est en centre historique, il va falloir que je leur appelle pour savoir ce qu'il faut que je mette. Et quand elle m'a dit donnez-moi l'adresse, on va regarder sur Google Maps, elle a regardé les immeubles, elle a fait ouh, mais c'est pas bon ça. Les fenêtres sont pas conformes et tout, ça va pas du tout. Et je lui dis, mais ah bon, mais il vous a jamais demandé d'autorisation. Donc, elle a fait des recherches. Elle a vu qu'elle a jamais eu de demande de quoi que ce soit de la part de ce monsieur. Et que du coup, en fait, c'est pas conforme et qu'il y a un risque. Je lui dis, mais c'est quoi le risque? Elle me dit, non, mais c'est bon, là, maintenant, c'est fait. On vous demandera jamais de changer quoi que ce soit. Et je dis, oui, d'accord. Enfin bon, là, vous êtes gentil, c'est vous qui me le dites. Mais si demain, vous partez et qu'il y a quelqu'un qui vous remplace et qui décide que ça change, quelle garantie j'ai qu'on ne va pas me demander que ça change et que je ne vais pas devoir tout remplacer, ça va me coûter énormément d'argent. Et donc, bon... J'allais te dire, je te coupe, ils ne t'ont pas proposé ou tu n'as pas eu la présence d'esprit de dire est-ce que je peux avoir un écrit? Tu sais, l'équivalent de ce qu'on... Alors, Si, je lui ai demandé, elle m'a dit non. Ah oui, elle t'a dit on ne fera pas, mais on ne va pas vous écrire qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire que... Voilà, exactement. Et elle t'a pas donné t'as pas eu l'idée non plus de demander la prescription à ce moment-là, tu vois, de dire est-ce qu'il n'y a pas un genre de prescription Non, j'ai pas eu la présence d'esprit. Bon, j'essaierai de rechercher si j'ai le temps pour les auditeurs, pour le mettre. J'essaierai d'avoir l'info. Ouais. C'est intéressant. Bien sûr, ça peut être intéressant. Ok, donc cette lot, 169 000, ça fait combien de mètres carrés au total, un truc comme ça? Ça fait je sais plus. 200, je crois. Dans les 200. Moi, ça paraît cohérent en fait. C'est des studios, des trucs plus grands? Ouais, non, ça doit faire même 160 mètres carrés, un truc comme ça. Ok. Ouais. Et donc, c'était à peu près... C'est des studios, ouais, c'est des petits. Il y a des studios et un T2. Et tout était loué? Comment c'était occupé? Il y avait il y avait 3 appartes de vide et le reste était loué. Ok. 3 appartes de vide, non, même pas, il n'y en avait que 2. Il n'y en avait que 2 de loués et après, il y en a qui sont partis pendant la vente. D'accord. Donc, quand j'ai visité la première fois, il n'y en avait que 2, de vide et tout le reste était loué. 2 de vide, tout loué. Ok. Bon, donc du coup, tu as pu finaliser ça et là, tu as une dizaine d'acquisitions. Tu me disais avant qu'on enregistre que là, tu es encore dans ton activité, encore dans l'activité pro. Est-ce que ta femme, du coup, s'occupe exclusivement du parc et des appartements? Est-ce que l'objectif est atteint? Tu as fait toutes les acquisitions, d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais en nom propre ou en SCI finalement? Oui, jusque-là, j'ai tout fait en nom propre. Et aujourd'hui, effectivement, l'objectif est atteint, puisque depuis début 2019, ma femme a arrêté de travailler. Mais on a délégué toutes les prestations de ménage depuis début 2017. Ouais. Et ça te fait un encours global qui représente combien à peu près pour les auditeurs qui nous écoutent? Là, on est à un peu plus de 500 000 euros. Ok. Donc, comme quoi, c'est faisable, voilà, 500K. Et ça représente t'arrives à sortir un revenu pour madame de combien à peu près de cash flow? Eh ben, écoute, on est alors, on va dire sans l'immeuble, parce que là, l'immeuble, c'est encore en suspens, vu que avec le confinement, là, j'ai pris beaucoup de retard dans la remise en location de certains appartements. Mais ça fait... ça fait 1 900 euros de cash flow avec les 3 premiers appartements. Oui, à peu près. À terme, elle fera peut-être quoi, 2,5 ou un peu moins de 3K avec les différents lots, quoi. Ouais, à terme, ça va être 3 000 euros à peu près. Ok.
Et toi, tu as prévu, en parallèle de ces investissements immobiliers, là, pour avancer un petit peu, tu as donc lancé aussi une activité de formation, une activité de business en ligne. De quoi elle se compose alors? Ouais, alors c'est vraiment un truc secondaire, enfin encore aujourd'hui dans mon activité, puisque je reste avant tout un investisseur immobilier et mon plaisir c'est d'accompagner des gens dans l'investissement. Mais c'est vrai que à force qu'on me demande de l'aide pour paramétrer Bets24, j'ai mis en place j'aime pas appeler ça une formation parce que je suis pas agrégé par Bets24 pour former des gens. Je connais pas Mhm. 100% des capacités de Bets24, c'est tellement c'est énorme comme logiciel. Mais je préfère appeler ça un programme de vidéos tutoriels pour apprendre à automatiser voilà, la gestion d'un appartement en location courte durée avec Bets24. Donc en gros, c'est des petites vidéos entre 5 et 10 minutes à chaque fois qui, clic par clic, te demandent de reproduire clic par clic ce que tu vois à l'écran pour automatiser ceci ou cela. Ouais, tout à fait. J'ai le même genre de prestations, en fait, parce qu'effectivement, il y en a certains qui ont. Tout le monde n'a pas la même compétence, on va dire, numérique. Et donc, tu peux avoir des gens avec des profils très variés et différents modes d'exploitation. D'ailleurs, des gens qui font de la LCD, mais des gens qui font aussi la gestion de chambres d'hôtes ou d'autres business en fait, de location courte ou moyenne durée. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire sur la facilité Voilà. à le faire. Au niveau du conseil immobilier, tu disais justement, tu accompagnes, c'est-à-dire tu fais aussi, euh, comment dire, au sein de ta société, tu as cette activité? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'avec, donc je commence avec projet locatif. Euh, quand on a un prospect, on définit ensemble avec cette personne sa stratégie d'investissement. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il recherche? Pourquoi il le fait? C'est surtout ça qui est très important pour moi, de savoir pourquoi la personne veut investir dans l'immobilier. Et donc, on a une partie de conseil en amont, de définir la stratégie d'investissement. Ensuite, une fois qu'on a défini, le prospect va me laisser du coup rechercher un bien qui correspond à son projet. Et à partir de là, si tout est OK et que le bien lui correspond, on l'accompagne jusqu'à chez le notaire pour procéder à l'achat. alors tu parlais justement de projet locatif, donc c'est la société avec laquelle tu es comment dire, en partenariat. Tu me disais, tu es mandataire, en fait, ta société à toi aujourd'hui est mandataire de cette société-là. C'est eux qui ont une carte Oui, marchand, carte T ou carte G, etc. Et toi, tu es agent co, en fait, de cette structure? voilà, Ok. Et exactement. donc, ton mode de rémunération, c'est quoi? C'est un pourcentage sur la vente? Oui. Ok. Et ça se limite à ça ou derrière, il y a aussi l'accompagnement travaux, l'accompagnement gestion, etc. Ou c'est généralement défini jusqu'au projet d'acquisition et après, la personne fait avec ses moyens, on va dire. Non, non, chez Projet Locatif, on peut accompagner vraiment clé en main. On a une société sœur qui s'appelle J'ai pas compris, excuse-moi. Comment elle s'appelle? On a une Travaux Locatifs. Ok. Qui s'appelle Travaux Locatifs, c'est la société sœur un peu de Projet Locatif, où là, on a une casquette de courtier en travaux. On n'est pas maître d'œuvre. On est simplement là pour voilà, mettre En relation. en relation avec des artisans avec lesquels on travaille nous personnellement. C'est ça le but, c'est de proposer des artisans qu'on a essayé, validé, des gens sérieux qui ont des tarifs corrects. Pas forcément, l'idée c'est pas forcément de trouver les moins chers, c'est d'avoir des gens qui tiennent la route. Et du coup, et après, on peut même aller jusqu'à une prestation de mise en location des appartements. Ce sont des sociétés qui sont basées dans ta région. Vous opérez sur un secteur défini. Comment ça se passe? Non, projet locatif, on est national, C'est basé où à la base? à Montpellier. Le siège social est à Montpellier. Mais ils travaillent exclusivement avec des gens qui ont un peu ce profil, un peu investisseurs, devenus mandataires également, etc. C'est le. Oui, alors chez Projet Locatif, les mandataires sont exclusivement des multi-investisseurs avec une certaine spécialité dans certains types d'investissements. Et puis, il y a un certain état d'esprit aussi qui doit coller avec les fondateurs, on va dire. Mais il faut être multi-investisseur pour pouvoir être mandataire chez Projet Locatif. Ok. En fait, c'est uniquement un réseau d'investisseurs qui vont rechercher des biens pour des investisseurs.
y a pas, tu peux pas rentrer chez le projet locatif si tu n'as jamais fait une acquisition. Ça marche. Et quel genre de produit est-ce que tu arrives à trouver pour l'investisseur lambda? Aujourd'hui, tu as fait tes calculs un peu de rentabilité brute, rentabilité nette, je présume, hein, forcément, sur les différents projets que tu as fait. Tu trouves quoi comme chiffre pour finir un peu sur cette partie métriques? Tu trouvé Alors quoi? là, c'est encore un peu nouveau pour moi sur le projet locatif, mais pour répondre à ta question, là aujourd'hui, moi je me dirige plus sur l'accompagnement dans des investissements dans les immeubles de rapport. Et la rentabilité dont tu parles va beaucoup dépendre du projet, donc et du mode d'exploitation. l'aptitude du mode d'exploitation, bien évidemment, et puis aussi de l'aptitude euh, par le prospect à une certaine prise de risque. Il est clair que je ne vais pas pouvoir proposer un immeuble qui rapporte 10% net sans travaux dans une grande ville où on loue très cher. Ouais, non, mais c'est clair. C'est pas possible. Non, mais voilà, donc moi, c'est pour ça que je te dis à chaque fois, il y a une grosse phase de découverte avec le client, une phase de conseil, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font un peu qui rêvent un peu vis-à-vis de tout ce qu'on voit sur l'immobilier sur Internet aujourd'hui. Et c'est très fréquemment que je discute avec des gens qui veulent faire appel à mes services, mais qui me disent, bah voilà, moi je veux le 10% net. Par contre, je veux rien faire, je veux pas de travaux, je veux pas de vacances locatives, je veux des locataires super. Je vais être dans Toulouse, je vais être à côté du. Voilà. Oh ouais, je te dis que j'en ai eu des demandes, tu t'imagines même pas, des trucs complètement ahurissants. Des gens qui sont complètement décorrélés de la réalité. Donc c'est un peu mon job aussi de les faire ramener à la réalité en leur disant, voilà, si vous voulez du 10%, est-ce que vous êtes prêts à accepter la part de risque qui vient avec, c'est-à-dire la gestion de travaux, la gestion d'une population peut-être un peu plus compliquée dans une ville beaucoup plus petite que celle que vous habitez. Est-ce que vous êtes prêt à accepter tout ça pour obtenir les 10%? Parce que les 10% nets qu'on vous fait miroiter beaucoup sur Internet, tout ça, il y a une réalité qui vient avec derrière. Et cette réalité, elle est souvent occultée. Par contre, elle est là. Il faut l'accepter. Exactement. Du coup, tu as encore ta société, par contre, si j'ai bien compris, pour l'instant, liée aux prestations de voyage, aux conseils, aux agences de voyage, etc. Tout ça, celle-là, tu l'as encore. Entre autres, oui, j'ai encore celle-là. Ouais. Donc là, c'est le switch qui est prévu, la bascule. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur un projet comme la vente de formation clic par clic, ça représente quoi à peu près en métriques, tu as lancé ça il y a combien de temps? C'est quoi un peu ton canal d'acquisition? C'est quoi? C'est Instagram exclusivement? Tu as d'autres canaux d'acquisition? Donc pour le programme de Bets24 clic par clic, c'est uniquement de l'affiliation et du Instagram, ouais, ce genre de choses. Okay. Ouais. Pour l'instant, donc là, je vais essayer de voir pour développer ça parce que je suis en train de rajouter énormément de contenu dedans pour pousser un peu le concept de l'automatisation au maximum. Mais voilà, à ce jour, c'est uniquement ça. Ouais. Je suis pas un marketeur, je suis un investisseur. Je découvre complètement ce monde du marketing. Non, bien sûr, mais Internet. C'est toujours intéressant. Ça fait combien de temps que le truc est dispo et quelles sont un peu tes métriques? Le programme, je l'ai lancé quand? En septembre 2019, du coup. Et aujourd'hui, il y a à peu près 80 membres dedans, 90 membres, je crois. Ok, ouais, c'est pas mal déjà, ça fait un truc intéressant. Mm-hmm. Ok. On arrive complètement dans la deuxième partie de la présentation et de ce podcast. Côté lifestyle, donc tu es un passionné de voyage, on voit pas mal de photos. C'est quoi ça serait un comble si tu voyageais pas pour quelqu'un qui a bossé dans le tourisme. C'est quoi, alors fais-nous un peu rêver, c'est quoi le top de ta destination? C'est quoi l'endroit vraiment qui t'a le plus marqué de tous tes voyages? Oh là là, non, là, tu peux pas me demander ça, c'est pas possible. Chaque voyage est absolument unique. Moi, c'est très difficile pour moi de te dire, ben voilà, ça c'était la destination numéro 1 que j'ai jamais faite. En tout cas, il y en a une qui est en top 1 de ma liste, c'est d'aller à Tahiti et de faire vraiment les petites îles de la Polynésie. Ça, c'est mon rêve, mais c'est encore un voyage qui est un peu au-delà de tes moyens, de ce que je peux de mes moyens, voilà, exactement. Donc, mais après, c'est vrai qu'on est très fan de destinations tropicales avec ma femme. Récemment, le dernier voyage, c'était en Thaïlande, c'était absolument magnifique. Combien de temps? On a fait 2 semaines en Thaïlande.
Celui d'avant, qui était tout aussi fabuleux, peut-être un des plus beaux voyages qu'on ait jamais fait aussi, c'était Madagascar. J'ai un copain qui a un petit hôtel sur une petite île qui s'appelle Nosikomba et qui nous a accueillis là-bas pour son mariage. J'ai découvert un pays fabuleux en termes de faune et de flore. C'est absolument incroyable. J'ai jamais vu rien de pareil. Pourtant, je suis allé aussi aux Maldives, je suis allé à La Réunion, je suis allé à l'île Maurice. C'est ce que j'allais te demander. T'as fait combien de destinations? T'as compté, non? T'as pointé, t'as mis des punaises sur une carte Ah au mur? non. Non. En plus, il faut savoir aussi que j'ai eu beaucoup de chance. C'est que ma mère, même si on n'avait pas forcément des moyens énormes, j'avais la chance qu'elle travaille chez Air France. Et du coup, j'ai Ah, aussi, tu nous avais caché ça. C'est ça de là qu'est venu ton amour du voyage. peut-être, ouais, peut-être probablement, ouais. Et en fait, du coup, on pouvait voyager pour pas très cher, et du coup, on en profitait à fond. Donc, grâce à ma mère, j'ai eu l'opportunité de voyager un peu quand j'étais jeune, et puis après, j'ai pu arrêter parce que je dis toujours, on peut venir chez moi avec la plus belle des voitures, une Ferrari, une Lamborghini, tout ça. J'aime les belles voitures, hein, mais j'en serai jamais jaloux. Par contre, si tu me racontes un voyage, là, je peux être très jaloux. C'est un truc qui vraiment, j'adore ça. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure que tu as pas mal, avais suivi la formation d'Olivier. Est-ce que tu continues de te former? Est-ce que tu suis beaucoup de formations? Qu'est-ce que je veux dire? Tu proposes de la formation, ce serait un compte que tu n'en fasses pas. Ça fait partie on va dire, de tes habitudes? Clairement, moi je suis un pur produit des formations en ligne. J'ai pas honte de le reconnaître. Je sais que des fois ça part un peu sur Internet, ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de payer des 10 000 formations €. pour se former. Je suis pas de cet avis. Moi, ça a été un fabuleux raccourci pour moi. J'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui en immobilier sans m'être formé, ou alors ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Non, je pense que enfin, je coupe court, excuse-moi, mais c'est vrai que pour moi, c'est un faux débat. C'est la question de la sélection du contenu, en fait. C'est toujours pareil. Tu peux Mais tout bien trouver sûr. gratuitement, mais tu vas juste généralement passer un peu plus de temps à chercher, à trier. Après, il y a un autre problème qui peut être pas la bonne qualité ou la qualité pas forcément au niveau de ce que tu peux payer en termes de captation de son, d'image, de contenu, etc. Ça, c'est un autre problème aussi, la légitimité. Mais sur le fond, je trouve que après, il y a la corrélation du prix, c'est-à-dire de dire, bon, peut-être qu'il y a certaines formations qui quand même sont devenues trop chères, qui deviennent inabordables. Il faudrait peut-être aussi parfois revoir un peu certains tarifs, mais sur le fond de la formation, bon, que ça soit payant, Ouais, j'y vois un troisième problème, moi, c'est que si tu sais pas ce que tu dois chercher, tu le trouveras jamais. Et dans une formation, on te dit, on te sert tout sur un plateau. Donc, si on te dit pas ce que tu dois chercher, tu peux pas le Non, trouver. mais c'est sûr. Voilà. Et après, au niveau du prix, bah oui, effectivement, on voit de tous les prix, mais après, faut prendre les choses en perspective aussi. Investir 2000 € dans une formation sur l'immobilier, 2000 € en immobilier, ça va très très vite. Un conseil sur une négociation ou sur un petit tips travaux, 2000 €, tu les récupères. Pourtant, dans une formation, on t'en donne des tonnes et des tonnes de conseils. Donc, tout est relatif. Alors moi, le programme que je vends, il vaut pas 2000 €, mais Oui, d'ailleurs, voilà. combien tu vendais tu vends le programme là, par clic, du coup? 397 €. D'accord. Ce qui est largement raisonnable je pense, Oui, oui, non, c'est vis-à-vis pas. du cash flow qu'on fait avec un appart. Donc, pour quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un appart, Il est gagnant. peut-être qu'il sacrifie il est gagnant, il sacrifie un mois de cash flow, mais après, il gagne tellement d'heures de temps à pas les gérer. Et puis, alors, s'il y a plusieurs apparts, je vous parle pas du gain que c'est. Est-ce que tu lis beaucoup en parallèle? Est-ce que tu as pris des habitudes à ce niveau-là? Je me force à lire. Je suis pas du tout un lecteur. Pas du tout. Par contre, je me rends compte que depuis que je suis tombé un peu dans ces formations en ligne, j'ai acheté des bouquins, je me suis mis à lire. J'aime beaucoup lire, mais j'arrive pas à prendre une routine pour lire. C'est un truc de fou, j'arrive pas à le faire. Et pourtant, j'aime ça. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de me foutre dans mon canapé et de me lire un bouquin comme ça, un bouquin business où je vais apprendre des trucs. Mais j'ai toujours un truc à faire sur l'ordi, un immeuble à aller visiter, un truc qui fait que, ou alors surtout passer du temps avec mon fils et ma femme qui passent avant tout. Et du coup, je me retrouve à ne pas avoir le temps de lire. Alors, je sais que c'est une excuse de dire que j'ai pas le temps, parce que si je voulais, je pourrais vraiment m'organiser, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'organiser comme ça, de trouver une routine. Mettre en place une routine, ça prend beaucoup de temps.
Je suis un professionnel de la routine. Alors, Bah ouais. j'allais dire, ouais, moi, j'ai beaucoup procrastiné et j'ai beaucoup perdu de temps à un moment donné. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans même maintenant, c'est vrai que j'ai complètement organisé ça. Donc, on pourra en rediscuter. Et Avec et plaisir, j'en ouais. parle d'ailleurs ce que je dirais aux auditeurs, hein, mais ils le savent la plupart du temps. Mais je parle et je partage dans la newsletter effectivement un peu mes routines, mon organisation, et j'essaie de permettre aux autres de passer de l'autre côté du miroir, en fait, et de comprendre comment on peut s'organiser pour se développer, pour performer. C'est aussi la promesse, on va dire, de ma formation, super Mhm. organisée. Donc, si certains auditeurs, j'en profite pour faire ce call à l'action, sont intéressés, et si ça peut répondre à une de leurs problématiques, mais qui n'hésitent pas à s'inscrire. Et puis, de toute façon, ils n'auront qu'à juger sur pièce. Et il y a pas mal de choses. Je distille pas mal de conseils gratuits, que ça soit ici et là, hein, mais notamment sur le podcast, mais sur la chaîne YouTube, etc. Donc, je pense que chacun est libre de prendre ne serait-ce que la newsletter gratuite dans un premier temps, et puis de voir si ça peut répondre à ces problématiques. Euh, donc le livre finalement que tu recommanderais aux auditeurs et qui t'avait toi particulièrement marqué, c'était celui d'Olivier Seban. Il y a un autre livre qui t'a après fait un peu un électrochoc, qui t'a amené vers d'autres choses ou pas? Donc, mon électrochoc du tout début, effectivement, c'est celui d'Olivier Seban. Et c'est bête parce que finalement, j'ai pas appris grand-chose dedans. Mais par contre, il a mis des mots sur des choses que je savais, mais que j'avais jamais en fait vraiment réalisées. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, du coup, ça me le fait souvent aujourd'hui maintenant que quand je lis des bouquins. Donc, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Père riche, Père pauvre. Et J'allais te c'est le dire. pareil. Et j'ai pas appris des masses dedans. Non, Par non, contre, c'est le fait de mettre des mots dessus, de l'exprimer avec son vocabulaire dans un contexte particulier, fait que bah, du coup, bah, ça fait du bien déjà de pouvoir de lire quelqu'un qui pense pareil ou qui vous rappelle des petites piqûres de rappel comme ça. Et après, il y a un autre livre pour lequel j'ai appris beaucoup de choses. C'est Comment se faire des amis, le titre complètement pompeux en français, qui n'a rien à voir avec se faire des amis en vrai, mais ce livre-là, pour le coup, je l'ai trouvé exceptionnel. Vraiment, j'ai adoré. Parce qu'on est vraiment dans la psychologie humaine, de rapport entre les humains et de négociation, de vente, d'obtenir un oui, de faire parvenir à ses fins sans tomber dans la manipulation. Je tiens à le dire parce que du coup, c'est vrai que on pourrait penser ça, mais c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré ce livre. On parlait il y a 5 minutes de l'organisation, des habitudes, etc. Du coup, tu as mis des process en particulier justement pour arriver à enchaîner les achats, à arriver à faire de la formation ou d'autres choses. Tu as mis en place quand même certaines habitudes ou certaines routines ou pas du tout? Euh, on va dire, c'est pas vraiment une routine parce que je suis limite hyperactif dans le sens où je développe toujours plein de trucs à la fois en même temps, plusieurs sociétés, plusieurs projets, plusieurs trucs, mais plus un rythme en fait. Je m'étais fixé jusqu'à maintenant, parce que là je vais devoir ralentir un peu, mais je m'étais fixé minimum une acquisition par an et l'objectif c'était d'en faire deux par an, en tout cas acquisition immobilière. Et puis après, euh, on rencontre des gens, on lit des livres, il y a des choses, des idées qui viennent, on découvre des nouvelles opportunités qui nous donnent envie de faire autre chose. Donc, il faut arriver à mettre tout ça dans une journée. D'ailleurs, si dans ta formation, tu expliques comment avoir 72 heures en une journée, je l'achète dessus. Je l'explique, mais Ouais, voilà, voilà. le secret, bon, à part être Shiva et puis avoir 8 bras, non, mais c'est vrai, là, je l'explique vraiment, c'est que le secret pour acheter son temps, une des, on va dire, des uploads du 2.0 de l'organisation et du mindset, c'est de travailler avec des collaborateurs. Donc, c'est d'avoir des assistants et de former ces assistants et d'arriver à déléguer une partie des tâches. En fait, il y a un concept qui veut que, à partir du moment, d'ailleurs, c'est marrant que tu poses la question, parce que tu as automatisé, mais uniquement en grande partie sur l'aspect logiciel, tu vois. Donc, je fais une petite Oui, aparté, mais tu peux tout à fait déléguer tout un tas de choses. Je vais donner un exemple très concret sur le podcast pour les auditeurs. Au jour d'aujourd'hui, le podcast, c'est là, on est à 1h13 d'enregistrement et de rencontre avec Thomas. Le podcast, après, va être envoyé à Gilles, que je salue au passage, et ça me fait plaisir parce que j'ai pas souvent l'occasion de le citer sur le
le podcast, donc voilà, il sera content, qui va s'occuper du montage. Il le fait très très bien, je le délègue. Avant, je prenais 3 heures pour monter le podcast. Aujourd'hui, Gilles le fait très bien et je suis heureux. Il vit en Thaïlande et je suis très heureux de le payer pour ce travail, c'est top. C'est un coût pour le podcast, bien évidemment, et pour moi, mais c'est 3 heures. Donc, au lieu de faire que un podcast, un enregistrement, éventuellement un montage en miracle morning, puisque je me lève tôt le matin, eh bien, Gilles va s'occuper du montage. Et finalement, la dernière partie qui me reste, c'est-à-dire la mise en ligne, l'édition de la vignette, le descriptif du texte, etc., eh bien, avant, je le faisais encore moi. Et maintenant, et je la salue aussi au passage, j'ai Vanessa qui travaille dans mon équipe actuellement, qui va s'occuper de ça pour moi. Voilà, donc il va encore prendre entre 1 à 2 heures pour faire finalement ces actions-là et finir par la publication sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur les différents axes de communication que je peux avoir. Donc, tu vois, au final, ce qui devait à la base prendre environ 5 heures pour un podcast peut se résumer parfois à 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ouais, mais je te rejoins, j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, je me suis mis à déléguer énormément de choses vis-à-vis de mon programme Best 24 Click par Click. De façon, alors, il y a des choses que je ne peux pas déléguer parce que c'est moi qui ai la connaissance du programme. Donc, c'est moi qui dois Bien tourner sûr. une vidéo, qui doit parler, qui doit expliquer les choses. Mais là, je viens de prendre un prestataire pour déléguer beaucoup de choses de façon à ce que, en fin de ce confinement, je puisse me consacrer uniquement à la recherche immobilière Non, mais puis, voilà, puis avancer. c'est essentiel. Et alors, les gens, alors, comme ça paraît facile. Et je tiens juste à mettre un petit disclaimer ou une petite alerte pour les auditeurs. C'est que pour moi, en ce qui me concerne, arriver à maturité là-dessus, ça m'a pris un peu plus de 2 ans. Avec quand même, je remets souvent le filet sur l'ouvrage. Donc, je veux juste prévenir les gens qui ne soient pas un peu déçus ou échaudés par une première relation avec un freelance ou avec un assistant. Ça se passe pas toujours bien. Il y a des fois, je perds de l'argent parce que tu formes des gens qui finalement vont pas rester dans l'équipe ou qui vont s'avérer décevants dans la réalisation des tâches. C'est beaucoup d'essais en fait, mais comme beaucoup de choses, hein, j'apprends à ma fille à faire du vélo. On commence à enlever les roulettes. C'est pas direct, ça marche. Donc, c'est comme ça pour plein de choses. Ton premier investissement n'est pas forcément le meilleur. Voilà, je veux dire, il ne faut pas s'étonner que tes premières relations, que tu apprennes en fait qu'il y a une progression qui va se faire. Donc, effectivement, on en revient toujours à la même chose, c'est que quand tu ne sais pas par où prendre le bout, quand tu sais, ou quand tu es un peu... tu peux le faire tout seul. Moi, j'ai appris, je me suis auto-formé, hein, donc c'est faisable, sauf que ça peut prendre 2 ans. Donc après, si les gens veulent effectivement, au lieu de 2 ans, prendre peut-être y passer 2 mois, c'est là où éventuellement ils me contactent et on avance sur un projet de délégation, quelle que soit la taille du business, quelle que soit l'activité, parce que tout peut éventuellement. Il n'y a que ta valeur ajoutée qui ne se délègue pas. Arriver à avoir quelqu'un, et ça, c'est de là que naissent des partenariats, et je en profite pour saluer encore une fois Stéphane, qui est un ami et qui est un partenaire. C'est là où quand tu croises un mec qui pense comme toi, qui fait comme toi, et qui a le même mindset, tu peux faire des partenariats. Tu n'es plus dans la délégation, tu es dans de l'association. Pour moi, c'est là la grosse différence. Voilà. C'est ça, effectivement. Ouais. Je suis associé avec plusieurs personnes aujourd'hui et c'est pas pour autant qu'on délègue pas mal de choses. Mais par contre, je vais poser une question, même si peut-être qu'on sort un peu du cadre, Non, vas-y. donc rapidement. Est-ce que c'est une fausse croyance de dire que je ne peux pas déléguer aujourd'hui parce que j'ai pas les moyens de déléguer? Je pense que c'est une question de rapport coût-usage, c'est-à-dire déjà le coût du travail. Moi, j'ai délégué aussi bien à des gens, quand tu délègues du ménage avec ton prestataire en France, moi j'ai des gens que je connais qui font, ils se reconnaîtront dans le podcast, qui font eux-mêmes le ménage encore de leur location courte durée. Je ne remets pas ça en cause, je dis simplement que mon temps horaire est plus élevé que le temps horaire des gens que je paye en ménage, qui me coûte pourtant, je la salue aussi si elle écoute, mais qui coûte quand même aussi, c'est pas anodin si tu veux en coût. Donc après, c'est sûr, et j'entends tout à fait que le gars qui démarre un business et qui a un petit salaire et qui a un loyer à payer, etc., n'a pas forcément au début le moyen. J'ai pas tout de suite délégué plein d'aspects du podcast. Dans mon cas, une partie de l'activité IMO et du cash flow que peut générer l'activité IMO, pour encore, on va dire, détailler un peu l'envers du décor de ce que je peux faire auprès des auditeurs, est réinvesti en partie, pas entièrement, mais en partie, dans la production, dans du contenu, dans du média et dans de la délégation. Et effectivement, il y a un moment donné où je pourrais épargner un peu sur des postes en faisant moi-même, mais je préfère
déléguer parce que je sais que j'avance plus vite, les choses se réalisent plus vite. Un montage, au lieu de sortir un épisode, je peux en sortir 2. Au lieu d'être plombé sur un épisode, je peux me consacrer à l'IMO ou à la conciergerie ou à des projets SaaS comme Lewis. Donc, c'est une question. Oui, ça a un coût. Après, tu peux déléguer 2 heures par semaine, tu peux déléguer 10 heures par semaine, tu peux déléguer 50 heures par semaine. Mais à la question comment ta journée te passe de 24 à 72, c'est-à-dire que si elle passe à 72, il te faut 48 heures de délégation. Si ton coût de délégation moyen, il est entre... ça peut commencer à $3, ça peut aller à... Si tu délègues du développement d'un logiciel, ça peut être 300, 400, $800. Donc, ça dépend ce que tu délègues. Ça dépend ce que tu délègues, de la transcription, du texte, du montage vidéo. Est-ce que ton assistant est en France? Est-ce qu'il est à Madagascar? Est-ce qu'il est en Inde? Il y a pas mal de paramètres. Donc, c'est tout ça qu'on peut aborder effectivement dans le contenu de la formation, par contre. Je pense que la réponse, c'est qu'effectivement, il y a toujours une solution de déléguer à un certain coût, à avoir en fonction de ce qu'on a envie de faire. Mais je pense que c'est vrai qu'au début, on est de toute façon obligé de charbonner un peu pour lancer la locomotive. Oui, de toute façon, c'est comme pour l'achat des formations. C'est un rapport... c'est toujours un rapport, soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Et après, tu peux mixer les deux. Mais un gars qui fait un petit business, tu vois, tu parlais de 500 euros de cash flow. Le mec, il a son premier truc, il a ses premiers 500 euros de cash flow. Soit il décide de cramer, d'aller au resto, d'inviter sa copine, etc., d'aller en vacances. Soit il se dit, je sais pas, il y a 250 qui repartent dans une autre opportunité. Le mec, je dis une bêtise, il monte un Shopify, il a 30 balles de logiciel, 40 balles, 45 balles de logiciel avec son G Suite Pro et son adresse pro. Il a des assistants qui lui coûtent, je sais pas, $100 par mois. $100 par mois, enfin 100 euros par mois, ça va lui faire peut-être, je sais pas, 20 heures de freelance à 5 euros. Tu vois, pour différents types de prestations, ou peut-être 10 euros, ou peut-être 10 heures à 10 euros. J'ai eu des prestataires à 10 euros, j'ai eu des prestataires beaucoup plus chers aussi. Et voilà, et ça lui fait déjà ça en moins de temps injecté dans son business parce que c'est une question de point de vue. Mais oui, c'est sûr qu'au début, ça peut faire pas mal de coûts fixes. Moi, je me suis déjà vu, je dis souvent pour la petite anecdote, j'ai déjà perdu plus de 500 balles, si tu veux, sur différentes activités, ou plus de 1000 balles dans des activités. Mais ça va mettre en parallèle avec ce que tu as généré à côté. Donc, il faut accepter de perdre. Alors, moi, j'ai perdu des compromis, j'ai plombé, je crois que j'en ai coulé, je sais plus, je crois que je suis à 3 compromis que je suis pas allé au bout. Donc, de l'argent laissé sur la table, t'en laisses, forcément. Oui, bien sûr. Je dis souvent, je connais pas mal de mecs qui ont des belles réussites, qui ont gagné beaucoup. J'en connais aucun de ceux-là qui n'a pas perdu à un moment quelque chose. Voilà, c'est ça. Il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner. Ceux qui ne veulent pas perdre 5 centimes, ils sont pas capables, ils pourront pas. Il faut accepter de gros sacrifices pour aller loin. Il y a pas de. Comment dire, il y avait cette citation qui dit. Alors pas si c'était facile, mais tu sais, je vais y retrouver. Il n'y a pas de victoire, tu sais, sans. Je vais pas la retrouver cette citation. Qui dit non mais c'est pas grave, si je la retrouve, je la mettrai dans le descriptif de l'épisode. Oui, voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui. Voilà. Ouais. Tu vois, j'aime bien les maximes et les citations. Et d'ailleurs, ça va être là-dessus qu'on va se quitter. Est-ce que toi, de ton côté, il y a une maxime ou une citation, quelque chose, justement, un mantra que tu as adopté? Ouais, c'est justement je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. J'ai pas compris, redis-la. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et elle est de quelqu'un ou pas? Aucune idée. Aucune idée. Mais quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça c'est complètement moi, quoi. Ouais. Ok, écoute, on la note, on la partagera aux auditeurs dans les descriptifs de l'épisode. Ils ont l'habitude. Voilà. Et puis j'essaierai de retrouver éventuellement l'auteur de cette citation. Merci en tout cas Thomas d'avoir accepté encore une fois cette invitation. N'hésite pas à revenir vers nous avec les nouveaux projets. On mettra les liens des choses que tu fais pour les auditeurs et je te dis à très bientôt. Merci pour ton invitation Patrick et à très bientôt. Ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode
et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.